Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il y a quelques jours, le 24 février, on célébrait les 104 ans de la loi drogue en Belgique. Une loi d'un autre siècle qui pénalise et criminalise les consommateurs de drogue au lieu de considérer ce sujet comme un problème de santé publique. Alors que la violence liée à la drogue fait la une de l'actualité et que les règlements de compte sèment la terreur à Anderlecht, on a décidé ce soir de se décentrer et de parler de prévention. La prévention, c'est ce que fait un groupe d'usagers de drogue, anciens ou actuels consommateurs, en province du Luxembourg. Ils ont décidé de créer un jeu pour sensibiliser aux risques des drogues et pointer les conséquences de la criminalisation des consommateurs. Toxocity, c'est son nom. Le plateau de jeu s'inspire du Monopoly, mais à la différence du jeu original, on ne joue pas avec l'argent. Ici, on joue avec sa vie. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. J'ai le plaisir de recevoir en studio les concepteurs de Toxocity. Alors déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors tout d'abord, donc Boris Serment, vous êtes coordinateur du service Drugscare Infoservice du CAL Luxembourg. François Thomaset, vous êtes animateur donc pour ce même service Drugscare Infoservice. Et Eric et Joanne, vous êtes jobistes. Et donc vous avez conçu ce jeu avec Boris, avec François et avec d'autres qui ne sont pas ici, mais qui ont donc activement participé. Alors, tout d'abord, qui pourrait me présenter Toxocity ? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour présenter ce jeu ? Alors, Toxocity, donc oui, c'est vrai, à la base, on est parti un petit peu d'une idée un peu folle de créer un Monopoly des drogues, et puis, chemin faisant, on s'est éloigné de plus en plus du Monopoly, et on s'est dit, on va créer un outil d'animation petit à petit. En tout cas, c'est ce que les usagers ont développé avec cet outil. Parce que ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus. Oui, on a travaillé dessus. L'idée de base, c'était avant le Covid. 2017. En 2017, ouais, ça fait déjà un moment. Et donc le projet a évolué. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un jeu de plateau qui ressemble à n'importe quel autre jeu de société, qui est un vrai jeu de plateau, et qui sert à quoi et pour qui ? Je pense que le principal, c'est de parler de ce sujet déjà, de casser un peu ce tabou qu'on a autour du sujet des drogues. Et pour ce faire, donc on va placer les joueurs dans la peau d'un consommateur ou d'un dealer de produits. Et on va leur proposer de vivre un peu cette expérience, de se mettre un peu dans les baskets d'un consommateur. Alors du coup, il peut être utilisé avec des consommateurs, mais pas uniquement. On peut très bien travailler avec des proches ou des personnes qui ne connaissent rien à ce milieu et qui, justement, pendant l'espace d'une animation qui dure à peu près 2 heures, c'est le temps qu'on consacre en général à ces animations, va se retrouver en situation de consommation ou de deal. Oui, parce que Boris Serment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi théoriques sur les différents types de drogues, les comportements adoptés, comment les réductions des risques, en fait, tout simplement. Et c'est l'idée de montrer que, effectivement, la question des drogues, c'est une vraie question de santé publique aussi. Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde doit se sentir à un moment ou à un autre concerné. C'est le principe ici de cet outil, c'est qu'il peut être, comme François vient de le dire, spécifiquement dédié à plusieurs types de publics. Cet aspect de déstigmatisation, de pouvoir créer un outil qui fasse comprendre au grand public, avant tout, qu'est-ce que les sortes de difficultés peuvent rencontrer des consommateurs. Ça, c'était vraiment quelque chose d'assez central. Oui. Alors, Eric, qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de développer ce jeu ? Qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'idée de développer le jeu ? Par exemple, l'idée de base, c'est que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont des informations, mais pas toujours les bonnes. Et la difficulté pour quelqu'un qui souffre d'insuétude et qui veut essayer de s'en sortir, ce n'est pas que les soins pendant, c'est aussi les suivis après. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop au courant de ce qui se passe, donc on veut faire beaucoup d'informations et de prévention. Peut-être que déjà aussi en faisant de la prévention, on peut éviter à certains de tomber dans la consommation. Parce que du coup, ils auront les infos sur les produits et ça va peut-être en retenir certains. C'est pas certain, c'est pas gagné d'avance, mais c'est un pas qu'on peut essayer de franchir pour déjà essayer de limiter les consommations. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que une consommation de produits
maladie, quelle qu'elle soit, c'est une assuétude. Une assuétude, c'est une maladie. Une maladie, il faut la soigner. Ici, on est considéré presque comme des criminels en tant que consommateurs ou ex-consommateurs. Donc, le principe de double, triple peine, on le subit, puisqu'on a déjà les peines de justice, mais on a aussi toutes les choses derrière, l'épée de Damoclès qui nous reste au-dessus de la tête en permanence, quoi. Parce que ça reste un combat de tous les jours. Et c'est vrai que votre expérience, le fait que vous soyez passé par là, par différentes étapes, ça, vous avez pu amener des choses évidemment à ce jeu en disant non, là c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mon expérience me dit que là c'est comme ça ou comme ça. C'est intéressant en fait d'avoir utilisé votre expérience. Oui, parce que disons que dans les milieux spécialisés, on sait pertinemment que dans les problèmes d'assuétude, dans le parcours de réinsertion, il peut y avoir des rechutes. Ça n'existe pas à tous les cas, mais ça peut exister. Le problème qu'il y a, en gros, au niveau de la justice, c'est que la personne qui va rechuter, si on lui retombe dessus de suite, c'est d'office recondamnation, recommencer le parcours à zéro. Donc tout ce qui a été fait comme effort jusque-là est pris à néant, est réduit à néant, quoi. Donc il faut tout recommencer à chaque fois. Et on voudrait essayer de conscientiser les gens aussi là-dessus. Alors, Johan, vous aussi, vous avez participé à la conception du jeu. Vous animez aussi, vous participez aux animations du jeu. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? En fait, je me suis lancé donc dans le jeu suite aux propositions de François et ça m'a amené plus de stabilité, disons, parce que j'ai été régulier lorsque je me présentais au CAL et j'ai apporté beaucoup d'idées pour certaines cartes du jeu, notamment C'est la vie, concernant mon vécu, mon expérience, et sa carte en fait concerne justement les faits divers qu'on peut subir par rapport à la société, la famille, les proches, la justice, ou même de soi-même de par les diverses actions qu'on a entrepris durant tout notre parcours de toxicomane ou ex-toxicomane. François, le fait de travailler avec un groupe d'usagers de drogue anciens ou actuels consommateurs, qu'est-ce que ça vous apporte à vous qu'est-ce que ça vous a apporté dans la création du jeu ? Déjà, ça n'aurait pas été possible de créer le jeu sans eux, puisque c'est eux qui ont amené toutes les règles. Et même maintenant, durant les animations, ils mettent de leur vécu expérientiel dans les animations, et ça va permettre de se dire, ah oui, on est dans un endroit, dans une bulle d'animation où on peut partager, on peut parler librement de ces sujets, parce que les personnes... Les jobistes qui nous accompagnent amènent de leur vécu également, et ça va permettre des échanges, parce que il y a la partie jeu du plateau, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'autour de cet outil, on a énormément d'échanges sur plein de sujets, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les maladies, que ce soit sur les représentations qu'on a par rapport à la loi, par rapport aux produits, une vraie libération de la parole, on l'a dit, et des échanges qui se créent. Oui. C'est ça, et nous, ce qui nous apporte beaucoup de satisfaction, je trouve, c'est vraiment la valorisation que ça peut apporter. Certains parlent du jeu qui ont participé à la conception du jeu, comme de leur bébé. Je trouve le terme quand même assez marquant. Ici, c'est vraiment la satisfaction que ça peut apporter. Un usager, un jobiste qui a participé justement à sa conception, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, nous a dit dernièrement aussi justement qu'il avait participé à une activité à l'université, et il était un peu sidéré du fait qu'on l'appelle monsieur, qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'il avait produit, à quelque chose qui est produit directement par des usagers, des gens qu'on considère, qu'on marginalise à longueur aussi de journée, et qui peuvent très bien produire des choses qui sont tout à fait remarquables comme cet outil, et donc qui ont toujours leur place. Donc nous, ça nous apporte, et l'aspect vraiment encore une fois central de la chose, c'est que ça replace l'usager de drogue en tant que citoyen à part entière. Et voilà, ça lui redonne ce statut. Ça, c'est... Oui, parce que Eric et Johan, par exemple, vous participez activement aux animations. Vous êtes aujourd'hui des jobistes pour ce projet. Donc, vous participez activement. Vous n'étiez pas juste dans la conception, vous êtes aussi dans l'animation. On a participé à la conception, évidemment, comme beaucoup d'autres, puisqu'on était entre 12 et 15 au total sur le projet à avoir participé, dont 6 plus régulièrement. Et là, à l'heure actuelle, nous sommes
nous donnons des formations plutôt pour l'utilisation du support. Et chaque fois, nous sommes en binôme avec un des animateurs du service et un jobiste, donc créateur du jeu. Parce que comme ça, il y a le savoir, je vais dire théorique, plus d'un côté, et le savoir pratico-pratique avec vraiment l'expérience de terrain de l'autre. Donc il y a vraiment, ce sont des binômes qui se complètent et qui donnent un maximum d'informations aux gens, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, selon mon point de vue, quoi. Alors vous l'avez dit, hein, vous faites des formations autour du jeu, donc Toxicity. J'ai participé à une de ces formations. Je vous propose qu'on écoute un petit peu l'ambiance lors de ces parties et les réactions des différents intervenants. Ils sont chez nous. Ah, vous êtes déjà dans une adresse. Voilà. Ah oui, la 4e. Nouveau produit de synthèse. Du coup, est-ce que tout le monde sait ce que c'est le nouveau produit de synthèse? Non. Ça, c'est aussi des questions qu'on peut être amené à poser. Voilà, moi je m'appelle Aude et je suis psychologue à l'ambulatoire Forêt. Bonjour, je m'appelle Léa et je suis chargée de projet en promotion de la santé à l'ambulatoire Forêt. Eh bien, je pense que ça peut être un bon média pour dérouler la parole, pour en tout cas débloquer la parole autour des assuétudes. On sait que c'est un sujet relativement tabou. Et donc, par exemple dans un groupe de parole, mais aussi finalement en individuel dans nos consultations, ça peut être un bon outil. C'est un bon outil de sensibilisation aussi. Bon, il y a un peu une alternance finalement entre une transmission d'informations, transmission aussi des notions de réduction des risques, et à la fois des jeux de rôle aussi qui permettent peut-être plus de s'approprier un petit peu le vécu d'une personne qui souffre d'addiction et qui pourrait par ailleurs se retrouver d'ailleurs en prison. Vous faites appel à un avocat? Est-ce que vous avez les moyens? On a un arrangement à l'amiable, j'en suis vidéo. Du coup, qui est votre avocat? Mon client ici présent. Pardon. Mon client ici présent était juste en proie à vraiment une forte faiblesse. Moi, c'est Arnaud Dufour, je suis psychologue au projet Lama de Molenbeek. C'est un centre qui accompagne les usagers de drogue sur le plan psychomédico-social. Donc voilà, on travaille avec des médecins, des psychologues, des assistants sociaux. Supposément, c'est qu'il nous fait nous plonger un peu dans la réalité en fait, de la consommation et de la vente de produits en rue. L'aspect jeu de société fait que on se met très vite en fait, dans la peau d'un personnage qui participe à ce milieu-là. Moi, personnellement, tout de suite, j'ai voulu vendre un maximum de produits pour faire un maximum d'argent. Évidemment, avec les risques encourus de se faire attraper par la police. Voilà. Donc, il y a toujours des dilemmes de choix à prendre, et donc je trouve que c'est assez immersif en fait, et donc ça peut permettre de comprendre un peu en fait à quelle pression sont soumises ces personnes dans ces contextes en fait. Je m'appelle Anne Robert, je suis chargée de projet dans l'équipe Prospective Jeunesse. Donc nous, dans notre travail, on forme des professionnels, on sensibilise des professionnels, et donc ça pourrait tout à fait être un média intéressant, mais aussi dans le cadre de l'animation de groupes de parole pour usagers ou bien proches d'usagers. Et alors, ce jeu comprend différentes parties. On pourrait n'utiliser que certaines parties. Par exemple, il y a des cartes qui concernent la réduction des risques ou les consommations d'alcool et qui sont des cartes très informatives. Donner au moins 2 conseils de RDR à un consommateur d'héroïne novice en injection. Seringue propre. Stérile. De commencer avec un tout petit peu de produit. Vous avez déjà de toute façon les deux, je vais les lire quand même. Donc c'est commencer par une petite dose, ne pas consommer seul, éviter les mélanges avec d'autres substances, chacun a son matériel d'injection, le matériel allergénique. Donc moi je m'appelle Hugo Canel, je suis éducateur au sein de la MAS de Bruxelles, qui est en fait une maison socio-sanitaire qui s'occupe principalement de traitement de substitution. Ça pourrait faire en fait les gens rester, s'attarder et aussi discuter en fait sans tabou autour de la consommation et aussi qu'il y ait un échange entre les gens. Ça pourrait en fait enlever une pression peut-être à la personne et pourrait potentiellement se libérer et dire des choses qu'elle n'aurait pas dit en formel.
Alors, on l'a entendu, hein, il y en a plusieurs qui disent que c'est un utile rappel pour des connaissances, vraiment des informations utiles qui sont rappelées dans le jeu, mais qu'il y a aussi vraiment une bonne ambiance qui s'est créée lors du jeu. Certains me disent, on a beaucoup ri, ça permet de lever des tabous. Mais comment est-ce que vous réagissez à ça quand vous entendez ce genre de choses ? C'est un jeu, à la base, c'est un plateau. Je pense que c'est ça la magie du support physique d'un jeu de société, c'est que ça dédramatise un peu ce sujet qui est vu en général comme est-ce qu'on peut vraiment parler de ça sans être taxé de toxicomane ou de personnes connaissant le milieu et potentiellement dangereuses, puisque dès qu'on parle de drogue, on est quelqu'un de dangereux. C'est d'aborder de manière ludique des thèmes extrêmement graves à la base. Hein. On parle ici de santé, potentiellement de mort, d'overdose, de sujets, qui sont très très lourds et qui nous permettent ici d'aborder de manière, encore une fois, ludique, mais sans perdre vraiment l'aspect de transmission d'informations. Ça, c'est aussi important. Alors ici, on était sur un public de travailleurs sociaux qui travaillent dans le domaine des addictions, donc qui connaît quand même déjà assez bien le sujet. Mais est-ce que ça s'adresse aussi à un public j'entendais par exemple, vous alliez dans des hautes écoles, à l'université. Est-ce qu'il y a, ça s'ouvre quoi ? Ça s'adresse un peu à tous les publics ? Et j'imagine que du coup, la formation est adaptée. Oui, tout à fait. Le jeu est adapté. Ici, par exemple, on l'a déjà proposé en IPPJ. On a déjà travaillé ça avec un public complètement non consommateur. La dynamique est toujours différente et les objectifs sont aussi différents. Ici, comme je l'avais déjà stipulé au préalable, mais ici, c'est clair que si c'est un public non consommateur, on va peut-être essayer de cibler aussi au niveau du questionnement qu'on va amener. On va pouvoir faire des arrêts sur image, sur un moment, surtout au niveau du ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez ? Parce qu'on est amené à vivre des choses qui peuvent être heurtantes, choquantes. Le fait de rentrer dans une dynamique de polyconsommation, de potentiellement dealer des produits, c'est des choses qui ne sont pas évidentes pour des personnes qui ne sont pas du milieu. Et donc, ça nous permet justement de faire des arrêts sur image, de pouvoir débriefer, de parler beaucoup de ressenti au niveau de ce public-là, qu'avec un public qui est vraiment, entre guillemets, rodé à ces questions. Voilà, ça permet aussi de faire un rappel essentiel en termes de réduction de risque. Est-ce que vous avez des anecdotes de jeu, des choses qui vous ont marqué dans les différentes parties que vous avez déjà jouées ? Alors, une des premières parties qu'on a faites, il y avait une personne d'un certain âge qui, quand on lui a présenté l'outil, on lui a dit qu'elle devait soit consommer, soit vendre des produits. Et donc, cette personne a dit « Comment ça, j'ai pas le choix, je suis obligé même de consommer ?» Je dis « Oui, c'est le minimum. » Oui, alors je ne ferai que consommer, je ne vendrai pas de drogue, c'est pas possible que je commence à dealer. Donc elle commence à jouer, elle fait un premier tour de plateau, elle voit qu'elle perd énormément de points santé, énormément d'argent. Donc les points santé, c'est ce qu'on perd quand on consomme dans le jeu. Santé, donc on perd sa santé à chaque fois qu'on consomme, on perd de la santé. Donc elle voit au contraire que les autres joueurs se mettent... on a activé un peu cette dynamique que si on vend le produit, on ne consomme pas, en tout cas pas sur cette case produit-là. Et donc, au bout d'un tour de plateau, voyant qu'elle perdait son argent, qu'elle perdait sa santé, s'est dit, je vais commencer quand même à vendre. Donc, elle a commencé à acquérir les cartes produits qui représentent les points de vente. Elle vend donc aux autres joueurs. Et en terminant la partie, lors du débrief, elle est venue me trouver, elle me dit « Mais votre jeu est dangereux. » Je dis « En quoi il est dangereux selon vous ?» Et en fait, elle me dit « Mais j'ai pris plaisir à vendre aux autres, mais peu importe que je m'exposais à la justice, parce qu'il y a également la justice, la police qui tourne sur le plateau de jeu, peu importe que je m'expose à des répercussions d'un point de vue judiciaire, mais ça me faisait plaisir de gagner de l'argent. Mais je dis oui, en fait, ce jeu est dangereux, c'est vrai, parce qu'il est représentatif de la société dans laquelle on vit. Peu importe, les gens vont faire de l'argent et ils retournent en prison où ils s'exposent au risque, parce que, oui, il y a un attrait qui leur est offert de quand même gagner de l'argent. Oui, en fait, ça l'a mis dans une situation réelle d'un dealer. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes, d'autres choses qui vous auraient marqué
ou des choses étonnantes qui seraient arrivées dans le jeu? Il y a quelque temps, lors d'une animation, pourtant c'était avec des gens de différents services, on est tombé sur des gens qui étaient encore persuadés à l'heure actuelle que le décret d'il y a quelques années pour la tolérance cannabis était encore d'actualité. Donc on essaye de refaire aussi de la mise à niveau d'information au niveau même des milieux professionnels qui sont pas toujours par rapport aux chiffres, etc. Il y a des changements et donc on essaye justement de ramener l'église au milieu du village et les infos réelles même au personnel adapté, quoi. Oui, mais c'est ça, il y a une vraie part informative bien sûr. Dans le jeu. C'est pour ça qu'on ne dit pas un jeu, d'ailleurs, qu'on dit plus un support, parce qu'on l'utilise vraiment pour faire de l'information, de la réduction de risque, de la prévention. C'est l'essentiel à la base. Oui, c'est vrai. En fait, on voit la boîte et du coup, c'est un vrai jeu de plateau. Mais évidemment, le jeu n'est peut-être pas le mot parce que c'est un vrai outil dont chacun d'ailleurs peut un peu s'emparer différemment selon le public de nouveau. C'est un vrai outil de sensibilisation. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a la journée d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre cette boîte entre n'importe quelle main sans une formation à l'animation. La personne qui va guider l'animation va vraiment être responsable du groupe et des messages qui vont être véhiculés durant la partie. Alors, vous l'avez dit, donc il y a différentes cases. On ne va pas expliquer ici toutes les règles, évidemment, mais il y a des pions, des personnages qui sont à la fois consommateurs ou dealers. Mais donc, il y a des cases prison, il y a la case hôpital, il y a la case maison de justice et il y a des personnages aussi, le policier et l'éducateur qui circulent sur le jeu. C'était important pour vous que ces cases soient représentées avec leurs points positifs et négatifs. Je veux dire, l'hôpital, c'était important qu'il fasse partie du jeu. Et pourquoi? Et la prison, important et pourquoi? L'hôpital, parce que ça fait partie du parcours de soins de santé. Donc, quelqu'un qui a des addictions et qui veut se soigner, c'est le reflet de la vraie vie, quoi. En fait, donc, il y a le parcours de réinsertion avec les milieux médicaux, les milieux adaptés, etc. Et puis voilà, on a voulu être vraiment au plus proche de la réalité. Donc aussi la maison de justice, la prison. La prison comme au Monopoly, ça on en avait parlé, mais alors tout ce qui est maison de justice, le contrôle de police et des choses comme ça, ce sont des choses qu'on a voulu ramener sur le plateau pour être vraiment au plus proche de la réalité, pour informer vraiment au plus juste possible. Oui, notre rôle ici était vraiment de les soutenir en fait dans ces réflexions, parfois les remettre face à certaines contradictions par rapport justement à ce type de case, parce que je pense que si on avait laissé aussi et qu'on n'avait pas certaines fois un petit peu recentré les échanges, on était parti sur des règles beaucoup plus complexes. Parce que voilà, encore une fois, c'était toujours l'objectif de non, il faut que ça ressemble le plus possible à notre réalité de terrain, et il a fallu vraiment batailler. Je pense que François peut en être témoin aussi, pour arriver à avoir un outil qui soit avant tout jouable mais quand même très représentatif, comme Eric vient de le dire aussi. L'hôpital, la prison, et il y a d'autres cases aussi comme la maison de justice, où en tout cas on est plus vite confronté à des problématiques de justice ou de santé quand on consomme. Voilà, ça leur semblait essentiel de pouvoir à ce que ça figure sur le jeu. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a des points santé. Donc, quand on consomme, on perd des points santé. Quand on va à l'hôpital, on peut regagner des points santé. Et il y a un des participants à la formation auquel j'ai assisté qui disait « Mais pourquoi quand je suis en prison, je ne gagne pas de points santé ?» Et je trouvais que c'était une question, du coup, intéressante. Je vous la pose. Parce qu'on est parti du principe que même en prison, et bon, je ne vais rien dévoiler de secret, je pense, il y a certaines consommations et certains trafics. Donc, même si la personne purge sa peine, ça ne veut pas dire non plus qu'elle remet automatiquement sa santé à niveau, puisqu'il y a quand même toujours des choses qui continuent même en prison. C'est pas le cas de tout le monde, certes, je le conçois, mais ça peut continuer. Donc, toujours au niveau d'être le plus proche possible de la réalité, on a voulu continuer sur ce principe-là, quoi. Oui, et de dire aussi, peut-être pointer par là que les choses qui dysfonctionnent un peu aussi. On sait qu'en prison, l'accompagnement médical est souvent compliqué pour les consommateurs de drogue, parce que par manque de personnel, notamment. Oui, ils avaient créé un règlement pour la prison très complexe qui finalement, pour garder en jouabilité, on a simplement écarté la case prison du parcours de jeu.
On pourrait faire un jeu juste sur la prison parce qu'ils avaient amené énormément de règles par rapport à cette prison. Mais finalement, s'il n'y a pas de points santé gagnés en prison, je pense que c'est parce qu'en général, si on devait faire une moyenne, je pense qu'on se détruit plus la santé en prison. En tout cas, je pense rares sont les personnes, de mon point de vue, qui se refont vraiment une réelle santé parce que même s'ils s'arrêtent ou qu'ils diminuent leur consommation d'un point de vue santé mentale, on fait de gros dégâts aussi, quoi. Est-ce qu'on gagne à la fin à ce jeu-outil Toxicity? C'est la question qu'on pose en fin d'animation. Enfin, qui a gagné? S'il y a un gagnant. Il y a des personnes qui vont regarder le nombre de points santé, d'autres qui vont regarder le nombre de cartes produits ou l'argent qu'ils ont accumulé. Nous, on est content à partir du moment où il y a quelqu'un qui a participé, qui a peut-être appris une chose ou l'autre et qui a passé un bon moment pendant 2 heures. Comme aurait dit un certain animateur d'émission il y a quelque temps, tout le monde a gagné. C'est un peu le principe, on va dire, à la base, puisque le maximum d'intérêt que nous, on veut mettre dans le support, c'est d'informer. Donc à partir du moment où on lance un débat, où on lance un questionnement et où on pousse les gens à se questionner ou à nous questionner, nous, on a gagné. En tout cas, les gens n'ont peut-être pas gagné, entre guillemets, la partie, mais ils ont gagné en information et dans tout ce qui va avec, quoi, dans tout le suivi qu'il peut y avoir derrière. Joanne, peut-être, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un gagnant et des réactions par rapport à ça? À partir du moment où chacun ressort en fin de partie en ayant pu découvrir de nouvelles informations, notamment sur les réductions des risques, les conséquences, que ce soit sur le plan juridique, médical, social, parce qu'il y a vraiment tout le système de la vie, tout simplement, qui est résumé dans le jeu, quoi, par rapport aux consommations des drogues, de l'alcool, les fréquentations, tout simplement, avec les autres, et les problèmes de justice qu'on rencontre. Alors, on va peut-être aller dans du pratico-pratique pour terminer l'émission. C'est que, voilà, si on a des auditeurs qui sont intéressés, où est-ce qu'on peut se procurer cet outil? Qui est-ce qu'on contacte? Comment ça se passe? Voilà, comment se passe tout ça? L'idéal, en fait, c'est plutôt d'envoyer un mail à courrier @cal-luxembourg.be. On pourra analyser la demande. Ici, ce qu'on va essayer ce qu'on va se projeter, c'est plutôt d'organiser au moins une formation par province, parce qu'on a des partenaires qui nous ont sollicité dans différentes provinces. Et donc, on s'est dit, on va aller à leur rencontre, parce que la province du Luxembourg, c'est toujours très loin pour beaucoup de monde. Donc, du coup, ça nous semblait important d'aller vers. C'est pour ça qu'on a proposé 2 journées de formation ici sur Bruxelles. Il y aura une journée de formation qui sera potentiellement prévue encore à Charleroi, Namur et Liège. On a déjà fait le Luxembourg et je pense qu'à terme, potentiellement, en tout cas c'est l'idée pour l'instant, c'est de pouvoir proposer une formation de manière annuelle ou au moins tous les 2 ans pour ne serait-ce que faire un petit refresh. Donc l'idée c'est qu'en tout cas on délivrera ce jeu que la condition ce sera évidemment de participer à une formation. D'accord. Et vu que c'est un outil avec aussi une explication un peu du cadre à donner, parce que le cadre est important et vous parliez je pense de création d'une bulle pendant l'animation. C'est une bulle d'animation. Ici, c'est en 3 temps, toujours une animation. Donc, on crée la bulle, on explique un petit peu, les gens se présentent, on explique un petit peu les tenants et les aboutissants. On vérifie aussi que les personnes sont tout à fait à l'aise de rentrer dans la peau d'un polyconsommateur. Il y a la période d'animation. Et ensuite, il y a toujours un moment de débriefing qui est là, du coup, hyper important, parce que là, on va vraiment se concentrer sur le ressenti des personnes qui ont participé. Et vous disiez, est-ce que chacun est à l'aise d'être dans la peau, par exemple, d'un polyconsommateur? Mais ça peut être aussi, si on joue, si on fait une animation avec un actuel ou ancien consommateur, est-ce que cette personne est à l'aise à l'idée de, je sais pas, de se confronter à la justice? Parce qu'à un moment, par exemple, il peut y avoir des jeux de rôle où la personne se retrouve face à un juge, à un procureur. J'imagine que ça aussi, ça peut poser problème. Ça dépend vraiment du professionnel qui va guider l'animation, dans quel lieu. C'est clair qu'on ne va pas faire une animation en prison ou avec un groupe en réinsertion ou avec des personnes lambda, j'ai envie de dire, qui ne connaissent rien à ce sujet de la même manière.
Il faut vraiment que... C'est pour ça que l'importance de journées comme on a fait aujourd'hui, il faut vraiment que le professionnel déjà saisisse bien l'outil et connaisse bien les objectifs qu'il vise avec son public particulier. C'est ça, parce que ça reste avant tout un outil de sensibilisation, mais un bel outil de sensibilisation. Donc ça s'appelle Toxocity. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir parlé de ce projet, donc Toxocity. Je vous invite aussi à aller sur le site internet du CAL Luxembourg et du service Drugscare Infor Service pour lequel vous travaillez. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup. Et une belle soirée à tous. Bonne soirée.